Je vais vous parler du risque en podologie. Pourquoi risque? Parce que courir, c'est plaisir, c'est ce qu'on nous vend partout, c'est du loisir, mais pour le coup, il peut y avoir quelques risques, le risque étant la blessure. Quelques chiffres, ça fait jamais de mal. Dernier chiffre de 2016, en 2015, 4,8 millions de Français se sont inscrits sur une épreuve. 12 millions de Français déclarent courir au moins une fois par semaine. Et 72% des pratiquants courent pour améliorer leur performance. Et c'est là qu'est le piège, et c'est là que c'est intéressant, c'est que tous les gens qui se mettent à courir, ou presque, décident d'améliorer tôt ou tard leur performance et donc mettre la main dans l'engrenage inévitablement pour aller vers l'augmentation du risque. Parce que la performance, c'est toujours plus. Et toujours plus, forcément, ça augmente le risque de blessure. Et tous les gens qui courent, on entendait tout à l'heure Bretzelman raconter une course où il y a toujours un mec devant et inévitablement on veut le rattraper, on veut le prendre, c'est dans la tête de tout le monde. Toujours plus, toujours plus. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ces blessures? Déjà, il faut comprendre comment elles arrivent, ces blessures, pour essayer de les anticiper. Donc on va faire quelques rappels. Vous savez que nous, les podologues, on est très branchés pieds et on aimerait bien voir le pied comme porteur de tous les maux. C'est une bêtise, le pied n'est pas isolé du reste du corps. Il appartient à une chaîne fonctionnelle globale, la fameuse globalité fonctionnelle. Peu importe. Ce qu'il faut surtout comprendre, c'est qu'on ne marche pas comme des Playmobil. D'accord ? Il existe des phénomènes adaptatifs à tous les étages qui se passent dans la torsion. La torsion, c'est l'élément qui est le plus difficile à mesurer et à analyser par toutes les machines qu'on utilise. Mesurer de la flexion, l'extension, c'est simple. Mesurer de la torsion dans un genou, c'est un petit peu plus compliqué. Tout ce qui se passe dans la torsion. Pourquoi? Parce que l'énergie potentielle de votre corps, elle tombe avec la gravité vers le bas. Et il faut la transmettre en énergie motrice dans un autre plan. Et donc pour changer le plan, inévitablement, il faut de la torsion. Où est-ce qu'elle se passe, cette torsion? Quand on est à l'école médicale, on apprend que dans le genou, il y a un degré de liberté qui est la flexion-extension, chose que vous connaissez tous. Or, ce degré de liberté est complété par une torsion anatomique automatique. Vous voyez le squelette ici en particulier, avec les deux croix qui ne sont pas dans le même plan. Et quand le genou se fléchit, automatiquement, il inclut une composante de rotation interne automatique qui se poursuit vers le pied, et qui est transmise par l'articulation de la cheville, en l'occurrence la tibio-tarsienne, peu importe, qui va transférer cette contrainte en supination et en pronation, chose que vous, les coureurs, connaissez très bien. Ça veut dire que quand vous faites de la pronation, votre genou tourne en rotation interne, et quand vous faites de la supination, le genou fait exactement le contraire. Ça veut donc dire que cet élément de pronation que vous avez sur le pied, il est physiologique. Si j'ai un message à vous faire passer aujourd'hui, c'est que la pronation est essentielle. On vous vend des godasses qui sont contre la pronation, qui sont contre ci, contre ça. Sans pronation, il n'y a pas de torsion. Sans pronation, le risque est grand. Il faut respecter cette pronation. Évidemment, quand elle est excessive, elle devient gênante. Mais pour le coup, la pronation n'est pas notre ennemi. Ça veut donc dire que la position du pied influence la position du genou et bien sûr, inversement. Alors la physiopathologie du coureur, c'est quoi? C'est que votre objectif, je vous l'ai dit, c'est inévitablement, c'est ça. Ou alors, si vous courez petit pas, vous dites, bon, moi, ce que je veux, c'est inévitablement essayer de courir longtemps par rapport à ça. Sauf que malheureusement pour vous, le vieillissement fait que votre capacité physiologique va dans l'autre sens. Et donc, entre les deux, il y a un point de croix particulier qui est celui qui est le risque. Ça veut dire que inexorablement, vous ne pouvez pas maintenir des performances dans la durée en vieillissant. Et inexorablement parlant, votre corps n'a pas les mêmes capacités d'adaptation par rapport à ça. Dans le concept mécanique, c'est la notion de balance, avec d'un côté ce que votre corps peut supporter, et de l'autre côté ce que vous lui demandez. C'est ce déséquilibre qui va faire la pathologie, et c'est quand la contrainte va devenir plus importante que ce que vous pouvez tolérer. Vous savez, c'est comme pendant le mariage, il y a des choses qu'on supporte, des choses qu'on ne supporte plus. La tolérance, c'est ça. Monsieur Germont est un spécialiste du mariage. Et donc, en l'occurrence, la contrainte, elle existe à ce moment-là, et c'est là qu'il faut faire attention à ça. Donc, il y a deux grands tableaux. Il y a soit, comme les champions qu'on a entendus, celui qui a des contraintes qui sont excessives parce qu'il est performant. Et puis, il y a celui qui avance en âge, malheureusement. Alors, sur son dossard ici, c'est pas son âge, c'est son numéro de coureur. Inévitablement, la balance peut se déséquilibrer parce que, en vieillissant, les capacités d'adaptation sont effectivement différentes. C'est à ce moment-là que la surcharge devient pathogène. Ça veut donc dire que dans le discours mécanique, la solution la plus simple pour comprendre, c'est de comparer l'usure à des pneus, l'usure des pneus. Ce qui use les pneus, c'est deux choses. Est-ce que la roue est tordue ou pas? C'est l'axe mécanique. Si la roue est tordue, le pneu va s'user un petit peu plus rapidement.
Et puis bien sûr, il y a la qualité du pneu intrinsèque, la qualité de la gomme fait que en vieillissant, il va être plus ou moins bon. Donc on va retenir les qualités mécaniques ou les qualités, on dit, métaboliques par rapport à ça, qui les deux, cumulés, font le vieillissement prématuré du pneu. Si la roue est tordue, si je fais beaucoup de kilomètres, pour le coup, j'aurai plus de dégradation que si la roue était dans l'axe et que je faisais peu de kilomètres. Le but du jeu sur la prise en charge médicale, quelle qu'elle soit, c'est qu'une fois que le diagnostic est établi, il faut chercher une raison à la pathologie. On part du principe que le coureur ici est blessé, et donc il faut comprendre comment est arrivée la blessure. On a entendu Bretzelman tout à l'heure qui disait fort justement qu'il changeait de foulée justement pour changer l'axe de la roue et ne pas constamment solliciter les mêmes éléments pour essayer de limiter les contraintes dans la durée. Sur le plan mécanique, c'est exactement ça. Quand la voiture roule avec ce type de carrossage-là, elle va user son pneu en interne. Et quand elle roule avec ce type de carrossage-là, elle va user son pneu en externe. C'est exactement pareil pour vos articulations et pour les muscles qui vous supportent. Tout l'intérêt du traitement podologique, ça va donc être de modifier la fonction pour modifier la contrainte quand la contrainte est pathologique. Si on s'intéresse à la fonction, vous connaissez ce vieux dicton qui dit que la fonction crée la forme, il faut donc s'intéresser à ce qu'on appelle le morphotype. Le morphotype, il y a une composante qui est génétique. Vous savez qu'un percheron, ce n'est pas un pur sang arabe, et que génétiquement parlant, ils ne sont pas taillés de la même manière. À côté de la génétique, c'est ce que vous en faites et le caractère inné de la situation, et le caractère acquis de la situation. J'en veux pour preuve avec la prévalence du genou varum. Vous savez, le genou varum, c'est les genoux comme Lucky Luke qui s'articulent comme ça. La plupart des sportifs de haut niveau ont quasiment tous des genoux varum. C'est un effet de la surcompensation des muscles antigravitaires. Peu importe, l'idée c'est que tout n'est pas que génétique, il y a aussi une part acquise. On va donc pas s'intéresser comme morphotype statique, on va s'intéresser au morphotype dans la fonction. Parce que sur le plan médical, on aime bien tout dépouiller dans différents types de plans. Là, on va essayer d'avoir une démarche un petit peu plus globale par rapport à ça et voir comment les choses se passent. Il n'y a pas 50 façons d'être fait, si j'ose dire. On va tirer 3 grands morphotypes. Le premier, c'est d'avoir les pieds qui sont plats ou qui sont valgus. Le deuxième, c'est d'avoir les genoux valgum, donc les genoux en dedans. Associé à un déroulé valgisant, ça veut dire que le pied se déroule avec beaucoup de pronation. Et quand on enregistre ça sur une plateforme de pression, on se retrouve avec une ligne de contrainte qui passe en dedans, peu importe, c'est un peu technique, mais une ligne de contrainte qui montre que le pied est très pronateur. Ça, c'est le premier morphotype. Il y a tout qui passe à l'intérieur. Dans le morphotype de type 2, c'est exactement le contraire. Les pieds sont plutôt creux, les arrière-pieds sont plutôt varisants, donc supinateurs sur l'extérieur. Les genoux varum et les tibias vara, c'est ce dont on a parlé comme Lucky Luke tout à l'heure. Et puis le déroulé varisant global sur ces pieds-là, c'est que la ligne de contrainte va passer sur l'extérieur du pied. C'est donc la deuxième façon d'être fait. La troisième façon, c'est une arcature qui est mixte entre les deux, c'est-à-dire des pieds qui sont plats, des tibias ou des genoux varum, et puis un déroulé qui est mixte. Quand on enregistre ce pas ici, on se retrouve avec des contraintes qui sont mixtes entre les deux. C'est un morphotype qu'on trouve éminemment fréquemment chez les footballeurs. Alors on a beaucoup de footballeurs qui sont blacks, et donc les blacks ont par essence les pieds plats, mais ils arrivent à, malgré tout, avoir le fort d'avoir des genoux varum compte tenu de la contrainte mécanique qui est la leur. Si on prend les morphotypes globaux pour comprendre que il y a des champions qui sont tous bien équilibrés, mais il y a beaucoup de gens qui courent avec des pathologies qui sont intrinsèques, dont tous les morphotypes auront des contraintes d'usure prématurées en fonction de l'orientation des axes. Donc c'est le cas pour les genoux qui sont flessum, c'est le cas pour les jambes qui sont tordues avec les pieds qui sont en dehors, c'est le cas pour les faux genoux valgum dystrophiques. Bon, je vous accorde qu'on n'en verra pas beaucoup sur le marathon de demain. Et puis même chose pour les grosses déformations arthrosiques. Celles-ci, on n'en verra pas, mais il y a beaucoup de gens qui courent avec de l'arthrose dans les genoux et qui subissent des types de contraintes particulières. Les autres morphotypes sont plus dans la description. Entendez que adapter une différence de longueur de jambe, c'est aussi un facteur favorisant de blessures supplémentaires. Quand on parle de cette différence de longueur de jambe, vous savez qu'elle a fait couler beaucoup d'encre, la différence de longueur de jambe, parce qu'on n'a pas que des contraintes avec une jambe qui est plus courte que l'autre. On peut avoir des contraintes qui sont fonctionnelles, ça veut dire un axe qui est plus tordu qu'un autre. C'est le cas sur cette patiente, je ne sais pas si vous le voyez bien. Cette différence de longueur fait que les deux guiboles ont la même longueur au départ, mais que quand elle se met en charge, elle a un axe qui tourne beaucoup plus en rotation interne que l'autre. Et donc ça lui crée des contraintes asymétriques entre les deux côtés. Ça peut être le cas aussi avec des pieds qui sont asymétriques, comme vous le voyez là. Sur le plan intellectuel, une asymétrie fonctionnelle crée une composante d'adaptation avec un bassin qui tord en avant et des contraintes surajoutées au niveau dorsal. La littérature n'est pas toujours d'accord avec le fait qu'une asymétrie fonctionnelle puisse faire une scoliose.
Par contre, la littérature est d'emblée d'accord sur l'idée que l'asymétrie unilatérale va être vectrice de lombalgie au moins musculaire. Et puis quand on parle de jambes courtes, il faut pour vous aussi vous intéresser au fait qu'il y a dans le discours ostéopathique une notion de fausse jambe courte. Cette fausse jambe courte, si on accepte son existence, c'est l'idée que les deux guiboles sont de la même longueur, mais que quelque chose s'est passé sur le bassin, une chute, une torsion, n'importe quoi, qui a tordu le bassin et qui fait donc monter un axe plus que l'autre. Et donc en l'occurrence qui crée une différence de longueur de jambe apparente, mais qui est une fausse jambe courte. Alors vous allez me dire comment est-ce qu'on fait la différence. Pour les thérapeutes, cliniquement c'est simple, il y a différents types de tests qui font le diagnostic, mais pour le commun des mortels, c'est toujours une bascule du bassin. L'intérêt podologique en pratique, pour vous, c'est quoi? Ou pour celui qui s'intéresse à ça, c'est de comprendre quelles sont ses contraintes et qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour essayer d'améliorer ses axes à lui. Donc les tests le plus simple, c'est de vous mettre un appui sur un pied comme ça et de fléchir le genou. Le genou, normalement fléchi, se fléchit dans l'axe du pied. Si mon genou tourne en rotation interne, j'ai des contraintes qui vont être en interne. Et si mon genou tourne en rotation externe, j'ai des contraintes qui vont être en externe. La contrainte mécanique, c'est pas compliqué. On comprend très bien sur cette voiture qu'a priori, les pneus arrière vont s'user beaucoup plus rapidement que les pneus avant. C'est exactement pareil pour vos articulations à vous. Regardez cette patiente sur son appui droit. Elle tient relativement bien son appui à droite. Messieurs, regardez ses genoux. Et de l'autre côté, le genou ne tient pas, il part en rotation interne, elle n'arrive pas à tenir son axe. Alors vous allez me dire que tout ne passe pas forcément par les pieds, qu'on peut se faire d'autres thérapeutiques évidemment, mais la contrainte existe vraiment, et son côté gauche va être beaucoup plus pathogénique que son côté droit. Si on suit cette chaîne mécanique, comme l'usure des pneus, si on a un morphotype avec une contrainte interne, entendez que les petits os qu'on a sous l'avant-pied ici, qu'on appelle les sésamoïdes, vont recevoir beaucoup plus de contraintes. Et donc on peut avoir des sésamoïdopathies ou des fractures de fatigue du sésamoïde. Les muscles qui tiennent les axes des pieds auront plus de contraintes aussi, et donc vont faire ce qu'on appelle ces taponévrosites plantaires. Toujours dans le même morphotype, puisque la clé de voûte du pied avec cet os qui s'appelle le naviculaire ici va être beaucoup plus contrainte, on peut aisément faire des fractures de fatigue du naviculaire. Les muscles qui tiennent le pied sont eux aussi soumis à contraintes particulières, donc le tibial postérieur, la patte doigt au niveau du genou. Si le genou tourne en rotation interne, la rotule vient prendre la tangente externe et donc fait une pathologie de frottement qu'on appelle un syndrome fémoro-patellaire. Et même chose pour le genou. Ça veut donc dire que sur une même chaîne fonctionnelle, la pathologie est quasiment démembrée, la déformation est attendue, on sait exactement où le problème va exister. Même chose à l'inverse si on considère la situation dans l'autre sens. Si les contraintes sont en rotation externe, on aura des conflits sur les appuis en rotation externe. La musique m'avait manqué. Même chose sur les rotateurs de cheville avec des entorses externes qui sont favorisées. Même chose avec le TFL et le tenseur du fascia lata qui va tirer beaucoup plus sur la contrainte dans cette mesure-là. Et puis la rotule, comme dans l'exemple tout à l'heure, mais du côté opposé, en interne et avec un pincement interne. Si on prend le morphotype en torsion, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les genoux qui sont comme Lucky Luke, mais les pieds qui sont plats, il va se passer beaucoup de choses dans le squelette jambier qui vont organiser des contraintes torsionnelles et qui vont être donc facteurs favorisants de périostite ou diagnostic associé. On vient de voir rapidement, en globalité un petit peu, la notion mécanique pour comprendre qu'est-ce qui fait la pathologie chez le coureur. Entendez qu'il y a un quintet gagnant chez le coureur qui fait les pathologies les plus fréquentes. La première, en termes de fréquence, c'est la tendinopathie d'Achille. La deuxième, c'est l'aponévrosite plantaire, donc des douleurs sous le fascia plantaire. La troisième, c'est la bandelette de Messias, que vous connaissez sous le nom du syndrome de l'essuie-glace. La quatrième sont les syndromes fémoro-patellaires, donc la rotule qui frotte soit en interne, soit en externe. Et puis la dernière, c'est la fameuse périostite tibiale. Attention, en France, on fait la différence entre la périostite tibiale, la fracture de fatigue du tibia et ce qu'on appelle le syndrome des loges. Pour les anglo-saxons, ce n'est que la même pathologie qui évolue sur différents types de formes cliniques. Le syndrome des loges, c'est ce que vous voyez quand vous découpez du jambon. Dans le jambon, vous avez des morceaux avec des septums autour. C'est exactement pareil. Votre loge, elle est censée se dilater à l'effort. Si cette loge est trop serrée ou trop contrainte, elle ne se dilate pas et elle crée des douleurs particulières à l'effort qu'on appelle le syndrome de loge d'effort, qui passe souvent inaperçu et qui passe souvent pour des périostites qui n'en sont pas. Voilà, globalement, on a fait le tour de la pathologie. C'est rapide, on a peu de temps, ça reste relativement simple. La question que vous allez vous poser, c'est alors, ok, il est podologue, mais alors qu'est-ce qu'il faut consulter le podologue ? A priori, si tout va bien, il n'y a pas d'obligation particulière à forcément consulter le podologue.
On consulte le podologue quand on est un coureur pathologique, qu'on a mal quelque part et qu'on ne trouve pas de solution dans les différentes autres techniques. On peut aussi consulter le podologue dans une attitude préventive, parce qu'on a entendu tout à l'heure qu'il valait mieux prévenir que guérir. Il est certain que si on veut être sûr de ne pas prendre de risques, autant prendre un avis d'abord. Alors qu'est-ce que vous avez comme indice, vous, pour savoir si vous êtes un coureur à risque de blessure sur cette indication? Est-ce que vous êtes porteur d'une asymétrie, que vous ayez perçu vous-même ou qu'on vous l'ait rapporté? C'est quelqu'un qui la voit, qui vous dit donc tu cours de travers. Est-ce que vous contrôlez l'axe de vos genoux? C'est-à-dire, est-ce que vous avez un genou qui est dans l'axe physiologique ou qui part en dehors ou en dedans? Et puis surtout, le meilleur indice que vous pouvez avoir, c'est les godasses. L'usure de vos chaussures est un excellent témoin des contraintes qui s'organisent sur vos axes à vous. Alors, Jérémy a parlé tout à l'heure des godasses. Entendez bien que la chaussure idéale n'existe pas. Okay. Faites attention au marketing, parce que entre ces exemples-là où on est carrément pieds nus avec juste une composante de protection pour éviter le frottement au sol, et puis des exemples où on a un gros drop, ici 12 mm sur une prophétie, et ici ce qu'on appelle le stack, l'épaisseur sous le volume ici, on a des contraintes qui sont complètement opposées. La chaussure, c'est aussi beaucoup de marketing, il faut l'entendre. Quand vous allez sur des forums, vous voyez Jojo88 qui vous dit « Moi, j'ai mis des Mizuno, ça m'a déglingué les pieds, alors qu'avec les Vibram, je vais super bien. » Il se trouve que Jojo88, c'est Vibram qui est derrière son PC et qui a des gens qui travaillent pour vendre des chaussures Vibram. Donc faites attention à ça, gardez votre bon sens à vous et entendez que... Alors, j'ai pris l'exemple de Vibram, j'espère que personne n'est de Vibram ici. Le principe, c'est que ça existe, vous êtes des consommateurs et qu'on passe d'un épisode à l'autre. C'est-à-dire que le marketing change tout le temps. Vous vous souvenez qu'on est passé avec la Free, depuis les Nike Air Max. Après, le contre-pied est arrivé par rapport au Hoka. La pathologie fait que les Hoka font beaucoup plus de pathologie de genou, justement parce que la contrainte de pronation n'existe plus, donc c'est le genou qui se tord. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'ils font? On garde le même principe de la Hoka en disant « Ok, on a peut-être été un petit peu fort, on s'est trompé, donc on baisse la hauteur totale. » Et tout ce qui est Brooks, Cascadia ou des choses comme ça, c'est la même forme de godasse, mais beaucoup plus basse. Donc la chaussure n'existe pas. Attention à la contrainte marketing. À propos des semelles, on fera attention aux chaussures, on fera aussi attention au podologue. Le podologue, c'est pas forcément Mère Teresa. Le podologue, il veut aussi vous vendre quelque chose exactement comme le marchand de chaussures. Donc en l'occurrence, prenez plutôt un podologue du sport et surtout ayez conscience qu'une semelle, c'est un traitement. Elle répond à une indication. On ne fait pas des semelles pour le fun, pour le plaisir. La semelle, elle ne sort pas d'un tiroir. La semelle, elle est pensée par rapport à votre pathologie et par rapport à ce qu'on veut obtenir en termes d'indication, traitement. Okay? Pas de diagnostic, pas de traitement. Si on considère que le diagnostic est posé et que l'indication des semelles est ouverte, pour le sport, l'époque Cro-Magnon de la semelle en cuir en liège est terminée. Chaque podologue aura sa propre recette, mais à minima, on va utiliser des matériaux de stabilisation qui vont filtrer les contraintes au talon, qui vont relancer l'énergie devant quand on en aura besoin. Tout ça pris sur la forme et le moule du pied en position corrigée ou non, ça c'est de la cuisine podologique. Et puis vous voyez ce qui se passe ici, ce ne sont pas des preuves scientifiques, ce ne sont que des photos, mais vous voyez un axe ici qui est très pronateur pieds nus et qui est largement corrigé avec des contraintes de la chaussure et de la semelle. Si vous imaginez que cette patiente avait une pathologie dans le compartiment externe du genou, il est évident que la contrainte est améliorée. Même chose ici, avec et sans semelle, l'axe est meilleur. Il n'y a pas de chaussure idéale, il n'y a pas de semelle non plus universelle. C'est un gros défaut dans notre profession à nous, les podologues, qui fait qu'il y a quasiment autant de semelles qu'il y a de podologues et que c'est compliqué de pouvoir comparer les activités des uns et des autres à cause de ça. Si on considère que la semelle peut faire du bien, il faut considérer qu'elle peut faire du mal si elle est mal faite. Et en l'occurrence, elle peut créer des tendinopathies si elle est trop corrigée, elle peut créer des douleurs de chaussage, des ampoules, des douleurs de contrainte, des instabilités, et même des périostites tibiales si elle est beaucoup trop dure. Si on respecte le diagnostic, l'indication et le traitement, a priori, les semelles, ça reste un excellent moyen d'attaquer votre pathologie dès lors qu'elle est récurrente. Je vous remercie de votre attention.